L'opium était un immense problème en Chine. Le peuple chinois était un peuple d'opiomanes. Tout comme les Anglais sont accros au thé, les Chinois l'étaient à l'opium, sauf que cette plante est bien plus destructrice. Elle ronge le cerveau. Les gens en étaient hautement dépendants. Elle les mettait dans un état d'hébétude. Selon nos estimations, environ 12 millions de personnes fumaient de l'opium en Chine à la fin des années 1830, un nombre 4 fois supérieur à la population de Londres. Les Britanniques ont commencé à encourager la culture de l'opium en Inde dans le but spécifique de leur permettre des échanges commerciaux avec la Chine. La Grande-Bretagne, à force d'acheter du thé aux Chinois, a fini par épuiser ses stocks de lingots d'argent dans les années 1820. Et donc, il lui a fallu trouver quelque chose à vendre aux Chinois pour en récupérer une partie. Avec le commerce de l'opium, les Britanniques ont permis à une petite étincelle de se transformer en gigantesque incendie. Avant qu'ils ne se lancent dans cette activité, les drogues étaient réservées à l'élite. Les Britanniques ont fait évoluer la consommation d'opium en Chine, qui est passée d'un produit de luxe à un bien de consommation courante. La compagnie britannique des Indes orientales avait la main mise sur la culture de l'opium en Inde. Elle le vendait dans ses propres salles d'enchères à Calcutta et assurait son expédition vers la Chine, tout en sachant que c'était tout à fait illégal. Elle violait la loi en pleine connaissance de cause. La compagnie est sans aucun doute le plus grand dealer de drogue de toute l'histoire. L'empereur a envoyé un officiel à Canton, le commissaire impérial Lin, pour prier les étrangers de ne plus faire entrer d'opium en Chine. Le commissaire Lin a également écrit une lettre à la reine Victoria qui lui disait « Vous interdisez l'opium dans votre pays. Pourquoi vous nous en envoyez autant? Vous ne pouvez pas arrêter ça ?» Évidemment, il n'était pas question pour les marchands de s'arrêter parce que ça représentait tellement d'argent. Le commissaire impérial a donc saisi de force leur stock d'opium et il les a brûlés. La première guerre de l'opium a éclaté en 1839. Ça a été la riposte de l'État britannique qui envoie ses troupes dans le but de protéger le libre-échange. Les Britanniques croyaient dur comme fer à la vertu morale du libre-échange et ils estimaient que le commerce de l'opium et du thé appartenait à cet univers du libre-échange. Donc on peut dire que la guerre de l'opium a débuté à cause du thé. C'est un conflit pour le thé. Et bien sûr, la Chine a perdu. Les Mandchous étaient des Mongols. Ils ne connaissaient rien à la marine. La côte était sans défense. Donc ce n'est pas une défaite de la Chine, mais plutôt une victoire facile de la Grande-Bretagne. La première guerre de l'opium s'est soldée par le traité de Nankin. La Chine a dû ouvrir 5 ports au commerce britannique. Canton, Amoy, Fuzhou, Ningbo, tout près de Hangzhou, et Shanghai. Elle a également dû céder Hong Kong, qui a commencé là son histoire de colonie britannique. Je pense que c'est sans doute à cause de l'humiliation que les Britanniques leur ont fait subir
que les Chinois ont développé une haine contre les étrangers. Selon la loi, les étrangers ne pouvaient pas sortir de la zone des comptoirs sans risquer leur vie. À cette époque, les Occidentaux sont encore plus en danger qu'avant en Chine. Dans la soirée du 22 octobre, j'atteignis les environs de Hangzhou, l'une des plus grandes et riches cités de l'Empire. Les autorités chinoises avaient toujours été méfiantes à l'égard des étrangers s'approchant de cette ville. Le Grand Canal s'achevait là. La rivière Tientangkian, qui monte vers les collines de thé vert de Hangzhou et dont une des branches se dirige vers les montagnes jaunes, était de l'autre côté de la ville, à environ 5 ou 6 miles. Une chaise à porteur arriva rapidement pour me transborder. Avant de partir de Shanghai, en étudiant mes cartes et mon trajet, j'avais demandé s'il était possible d'éviter de traverser la ville. Mes serviteurs m'avaient dit que c'était très simple. Nous voyagions maintenant depuis plusieurs kilomètres. Je m'attendais donc à m'enfoncer dans la campagne. Et voilà qu'au contraire, je découvris avec surprise que l'environnement devenait de plus en plus urbanisé. Pour la première fois, je suspectais mes serviteurs de me tromper. Ils allaient me faire traverser la ville de Hangzhou. Alors que j'aperçus les murailles de la ville, il était trop tard pour reculer. Hangzhou était la capitale de la dynastie Song, l'une des plus grandes dynasties de la civilisation chinoise. Elle était beaucoup plus chinoise que Shanghai. Elle attachait beaucoup plus d'importance à la culture et comptait beaucoup plus d'intellectuels. En d'autres mots, à Hangzhou, on vous reconnaissait facilement. Les étrangers n'étaient pas censés y aller. Ceux qui s'y aventuraient risquaient de se faire arrêter. La situation dans laquelle je me trouvais était critique et loin d'être enviable. Si l'on se fût douté qu'un étranger se trouvait au cœur de la ville, il aurait pu en résulter pour moi toutes sortes de conséquences fâcheuses. Prenez les choses avec calme et ne perdez jamais votre sang-froid. Telle devrait être la devise de quiconque voyage en Chine. Tel était le principe que j'essayais d'appliquer, mais dans le cas présent, j'avais bien du mal à m'y conformer totalement. Il était très inquiet, très conscient de sa vulnérabilité. Les étrangers ne sont vraiment pas censés aller à Hangzhou. Ou sinon, il faut avoir une très bonne excuse et être accompagné de Chinois, d'un comprador par exemple, qui puisse expliquer aux locaux « Oh, ne vous en faites pas, nous venons de Shanghai, nous avons une lettre de l'administration ». On pouvait inventer n'importe quoi puisqu'ils n'avaient pas le moyen de vérifier. En tout cas, c'est sûr qu'à Hangzhou, les étrangers ne passaient pas inaperçus. Robert Fortune a eu beaucoup de chance. À cette époque, en Chine, la violence pouvait exploser à tout moment. Fortune a donc été vraiment chanceux en réussissant tout au long de ces années à s'en sortir plutôt indemne. Il aurait pu y laisser la vie.